10h05, on en arrive à la course aux armements en Ukraine et en Russie. On va commencer par l'Ukraine avec cette déclaration ce matin de Volodymyr Zelensky. Il dit: l'Ukraine a testé avec succès un nouveau missile d'une portée de 3000 km. Il s'agit du Flamingo et c'est la première fois que Kiev et que le président ukrainien confirme ce test du Flamingo. Il faut dire, Grégory, qu'on est dans une période où Kiev cherche le plus rapidement possible à se doter de ses propres missiles, de ses propres armes, de façon autonome en fait. Oui, il y a de toute façon une volonté ukrainienne de fabriquer rapidement et massivement des drones, des missiles. Là, on parle d'un missile longue portée 3000 km pour être de plus en plus indépendant d'éventuelles ruptures de livraison côté américain ou européen, etc. Donc une autonomie militaire, c'est évident que c'est souhaitable pour le pouvoir de Kiev. Ce que je note dans cette volonté d'avoir un missile longue portée, c'est l'hypothèse qu'on n'arrive pas à un cessez-le-feu dans les prochains jours ou un accord de paix et que la guerre continue. Les Ukrainiens ont depuis 3 ans et demi tenté d'importer cette guerre sur le sol russe. Vous vous souvenez, il y a 1 an, l'été dernier, la grande offensive lancée dans la région de Koursk. Là, c'était au sol. Il y a eu aussi ces drones lancés en territoire russe, assez profondément dans le territoire, notamment pour viser des industries d'armement. Donc ce type d'arme peut permettre à Kiev d'importer le conflit en territoire russe, et ça évidemment c'est une pratique souhaitée par Zelensky pour montrer à Moscou qu'ils sont capables de frapper là-bas aussi. On va regarder la fiche d'identité en quelque sorte de ce missile Flamingo. L'Ukraine a donc lancé la production en série de ce missile de croisière à longue portée, donc on le disait, portée maximale 3000 km, ce qui permettrait de frapper en profondeur. Il a une longueur de 6 mètres, il est doté d'une ogive d'1 tonne, il vole à environ 950 km/h. On en parle avec vous, Gaëtan Powys, merci d'être avec nous, journaliste défense pour Air et Cosmos. C'est un réel atout pour les Ukrainiens, ce missile Flamingo ? Oui, entièrement, parce que il faut rappeler, les armes longue portée ukrainiennes, étaient limitées à 250 km et étaient des armes qui n'appartenaient pas à l'Ukraine. Elles ont été fournies par des pays étrangers et de fait, l'Ukraine ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, tirer où elle voulait. On se souvient de nombreux débats avec d'abord les frappes sur la Crimée et puis ensuite les frappes juste derrière la frontière en Russie et puis un peu plus loin en Russie, mais seulement sur certaines cibles militaires. Là maintenant, l'Ukraine a le choix de pouvoir tirer à peu près n'importe où elle veut en Russie et sans demander l'accord à tel ou tel pays, en partant du principe bien évidemment que ce missile est produit 100% ukrainien et qu'il n'y a pas des composants, par exemple des composants importants américains comme le système de guidage par exemple. Et bien sûr, si l'Ukraine a la capacité de le produire en nombre. Oui, tout à fait. L'Ukraine a annoncé le lancement de la production en série. Il y a une vidéo qui a été publiée il y a quelques minutes. Je ne sais pas si vous l'avez, mais elle montre déjà que 4 missiles sont déjà produits et potentiellement en arrière-plan, on ne sait pas vraiment voir avec précision, on peut voir qu'il y a aussi 3 autres missiles, donc ça fait déjà 7 missiles produits. On n'est pas non plus sur 100 missiles produits, mais ça fait quand même potentiellement 7 fois 1 tonne 150 d'explosifs qui peuvent être projetés à 3000 km et avec, donc là je vous cite les sources officielles de l'entreprise qui produit ce missile, Firepoint. Firepoint annonce une précision de 14 mètres. Alors 14 mètres, c'est pas non plus les 1 mètre de précision du Scalp EG français, donc le missile de croisière français, mais il faut pas oublier, on est sur quand même plus d'1 tonne d'explosifs. Au final, en fonction de certaines cibles, comme par exemple des bases aériennes, ça peut faire très mal pour l'aviation stratégique russe, par exemple. Vous restez avec nous, Gaëtan. Natacha, avec le développement de la production en série de ce missile, quel message les Ukrainiens sont en train de donner ? L'autonomie et la capacité à frapper sur le sol russe. En fait, les Ukrainiens sont en train de faire exactement ce que les Européens ne font pas, c'est-à-dire produire des armes que l'on peut décider d'utiliser quand on veut.
Parce que tout le problème, ça a été dit, ce sont les normes américaines, par exemple, les normes ITAR, qui font que dès qu'il y a un composant américain dans une arme, que ce soit un microprocesseur, un truc, eh bien les États-Unis estiment qu'ils ont le droit de décider ce que l'on va faire de ces armes. Or, pendant que l'Ukraine produit ses propres armes, les Européens, regardez Rheinmetall, qui a passé l'année à faire des contrats avec des boîtes américaines, Lockheed Martin, Anduril, pour produire, alors certes en Europe, c'est déjà pas mal, mais des armes sous licence américaine, ça veut dire que nous nous soumettons pour 40, 50 ans, parce que derrière c'est une durée de vie de l'utilisation de ces armes, à la décision des États-Unis. L'Ukraine veut pouvoir frapper son ennemi sans avoir derrière les Européens, les Américains qui disent non, ça nous plaît pas, nous ne voulons pas être impliqués, parce que c'était ça toute la question, souvenez-vous, sur les Taurus, c'était la question de savoir si un missile européen ou américain lancé sur le sol russe pouvait être considéré par la Russie comme une co-belligérance. Donc là, au moins, il n'y aura pas de co-belligérance. Sébastien Maillard. Oui, d'un point de vue géopolitique, au-delà de toutes les prouesses techniques de ce missile de croisière, c'est déjà les Ukrainiens avaient impressionné par les drones qu'ils fabriquent eux-mêmes. Là, on voit qu'ils fabriquent leur propre missile de croisière de longue portée, et c'est vraiment cette autonomie qui est fondamentale. On parlait juste avant, on ne sait pas très bien jusqu'à quel point les Américains vont continuer à soutenir ce pays ou s'engager sur les garanties de sécurité. Ils peuvent aussi douter à terme des opinions publiques dans nos pays, donc qu'ils aient cette autonomie-là pour impressionner les Russes et pour avoir un facteur de dissuasion, c'est fondamental. Après, si une remarque de plus long terme, si on se passe dans une perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et par ailleurs il y a eu le chantier de l'Europe de la défense, on voit bien que c'est complètement impliqué. On ne peut pas imaginer une Europe de la défense sans l'armée ukrainienne, qui est effectivement aujourd'hui la plus puissante et la plus qui nous impressionne par sa technologie. Gaëtan, je voudrais qu'on dise un mot d'autres missiles. En mars dernier, l'Ukraine a lancé une version améliorée du missile de croisière anti-navire Neptune, qui a été mis en service en 2021. Ce missile, c'est lui qui avait été utilisé par les Ukrainiens pour couler le croiseur russe Moskva, à 100 km au large des côtes d'Odessa, on s'en rappelle. Là, c'est donc une version améliorée de ce missile. Et puis, il y a le Sapsan. En juin, les médias ukrainiens ont rapporté que ce premier missile balistique ukrainien d'une portée de 300 à 500 km avait réussi ses essais. Jusqu'à présent, l'Ukraine ne disposait pas non plus de missiles balistiques dans son arsenal, à l'exception de ce que pouvaient lui fournir les États-Unis. Oui, tout à fait. En fait, les missiles balistiques ukrainiens, il y avait quelques missiles au début de la guerre de l'origine de l'Union soviétique, mais globalement, au niveau moderne, armes modernes, les capacités longue portée de l'armée ukrainienne étaient nulles et non avenues. Il y avait vraiment aucune capacité moderne à ce niveau-là. Alors, par après, ils ont commencé à développer ce qu'ils pouvaient faire, à savoir des drones longue portée, mais à chaque fois, on était sur quelques dizaines de kilos au mieux. Alors, contre une raffinerie, c'est bien, ça va faire de grosses flammes, mais quand on commence à monter sur du missile Neptune, donc un missile de croisière qui a été modifié dans une version sol-sol, et bien là, vous pouvez quand même monter à plusieurs centaines de kilos d'explosifs, vous augmentez les dégâts, vous faites un plus grand trou sur la cible visée. Donc, bien évidemment, c'est tout à l'avantage des Ukrainiens, et il faut le rappeler, pourquoi viser à longue distance? Parce que les Russes tirent eux aussi des missiles de croisière à longue distance, hors de portée des batteries antiaériennes ukrainiennes, et c'est pour ça qu'il y a eu l'opération avec les drones visant les bombardiers russes, parce que ce sont justement ces bombardiers qui tirent à chaque fois des missiles de croisière, et c'est pour ça que au lieu de détruire avec un missile le fameux bombardier, eh bien vous devez essayer de vous débrouiller à détruire peut-être 20 missiles tirés par cet unique bombardier, et derrière vous devez vraiment liquider votre stock de missiles, les fameux missiles Patriot, les fameux missiles Santé fournis notamment par la France et l'Italie. Et bien là derrière, ça vous coûte extrêmement cher, c'est difficile stratégiquement à pouvoir suivre, et donc c'est pour ça l'importance de pouvoir, pour les Ukrainiens, de frapper à longue portée des cibles militaires qu'ils ne pouvaient pas frapper auparavant.
On va regarder quelques chiffres qui sont assez impressionnants. C'est-à-dire, avant la guerre, les Ukrainiens fabriquaient 5% de leur armement. Aujourd'hui, c'est 40%. Et un autre chiffre, Natacha, c'est le chiffre sur les drones. Cette proportion, elle s'élève même à 95% concernant les drones. C'est vrai que les chiffres sont impressionnants. On est passé de 5 à 40%. L'Ukraine est passée en économie de guerre, c'est tout. C'est-à-dire que toute son énergie, et l'Ukraine est un pays qui est un pays industriel, où il y a énormément de savoir, une population formée. Donc, la bascule s'est faite et aujourd'hui vous avez une efficacité. En effet, c'est clairement la première armée sur le sol européen. Donc bien sûr que c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que le risque aussi, c'est que c'est un terrain d'observation pour les guerres du futur. C'est-à-dire que la guerre a changé en Ukraine. L'utilisation des drones, on l'a vu, tout cela est observé par le monde entier. On parlait tout à l'heure des instructeurs chinois. Ils ne sont pas les seuls et on voit à quel point l'ensemble des fabricants d'armement est en train de s'adapter à ces nouvelles donnes. Thales, par exemple, entreprise française, travaille et a mis au point une manière par intelligence artificielle de piloter un essaim de drones sur le modèle. C'est la même chose que ce qu'on a vu lors de l'offensive ukrainienne avec ces drones qui sortaient de... Voilà. Donc on est en train de voir une évolution rapide des conditions même de la guerre. Et je fais juste référence à Giuliano d'Ampoli, parce que dans son dernier livre, L'ère des prédateurs, il y a cette réflexion historique très intéressante sur le fait que dans l'histoire, le rapport de force entre attaquant et attaqué est très important. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez des châteaux forts, eh bien, les défenseurs sont protégés et donc la violence diminue parce que c'est difficile d'attaquer. Et puis, on invente le canon, etc. Et de nouveau, on a une déstabilisation parce que le coût d'une attaque est moins élevé. Nous sommes dans un moment où, avec les drones, finalement, l'attaque ne coûte pas très cher et provoque des dégâts énormes qu'on ne sait pas stopper. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un monde où la guerre est plus facile. Alors que la défense coûte très cher, il suffit de voir ça, les missiles Patriot, par exemple. Exactement. Et ne parlons pas d'un dôme de fer ou de quelque chose de ce genre. Grégory, l'Ukraine et les États-Unis pourraient signer d'ailleurs un méga deal en ce qui concerne les drones. Kiev transférerait des drones et son expertise à Washington. C'est ce que nous dit le New York Post. Le peuple américain a besoin de cette technologie, dit Zelensky, et vous devez l'avoir dans votre arsenal. Et effectivement, il y a un besoin. C'est-à-dire que l'expertise ukrainienne, elle est extraordinaire sur ce point-là. Non, mais Natacha a raison. Toutes les armées du monde observent avec beaucoup d'attention, y compris l'armée française d'ailleurs, ce que les Ukrainiens ont réussi à imaginer, notamment dans le secteur des drones, avec une agilité évidemment provoquée par l'urgence de la situation. C'est-à-dire qu'ils sont en économie de guerre, ils doivent fournir le plus rapidement possible. Il se passe évidemment, alors je ne sais pas s'il y a l'équivalent ukrainien d'une direction générale de l'armement, mais là on imagine quelque chose, on le met en production très vite et on n'attend pas forcément la certification. Et il y a effectivement en plus une population éduquée et formée, des ingénieurs qui savent faire ça très rapidement. Donc toutes les armées du monde regardent l'agilité et l'inventivité des Ukrainiens dans ce domaine, et c'est vrai que tous nos reporters qui sont sur le terrain, Charlie Nurel encore, qui était hier vraiment tout proche du front, nous décrivait l'importance des drones dans cette guerre. Enfin, on est depuis quelques mois encore plus, on est vraiment entré dans une guerre où tout se fait quasiment par drone et où l'humain n'apparaît quasiment plus, y compris pour la livraison des avant-postes, etc. Donc, ils ont inventé une nouvelle forme de guerre que les autres pays observent évidemment très attentivement. Et donc les Américains qui disent, je vais vous citer ce que dit le chef de l'unité d'innovation de défense de l'armée américaine, il dit: si nous devions partir en guerre demain, aurions-nous ce qu'il nous faut? Non, nous savons tous la même chose. Nous ne donnons pas aux combattants américains ce dont ils ont besoin pour survivre à la guerre aujourd'hui. Gaëtan Powys, les Américains, ils sont à la traîne concernant les drones et ils ont besoin de l'expertise ukrainienne? Alors, sont-ils à la traîne? Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, les Américains ont fait un essai avec une partie de drones terrestres, aériens et y compris donc en physique, ainsi qu'une partie de drones simulés. Le tout
télépilotés via une seule personne grâce à une intelligence artificielle. Donc sont-ils à la traîne? Non, parce qu'ils font des recherches dès le début, voire même légèrement avant la guerre en Ukraine. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Il y a quelques semaines, des pilotes de drones britanniques, de l'armée britannique, ont été entraînés par des pilotes de drones ukrainiens. Donc il y a une expertise de la guerre qui n'existe pas dans les armées de l'OTAN au niveau des drones. Il y a une prise de conscience qu'il faudra des drones sur le prochain champ de bataille où il faudra déployer des troupes, ça c'est sûr et certain. Les industries suivent derrière, les commandes suivent également, mais il n'y a pas cette expérience encore, et c'est pour ça que l'expérience, le retour d'expérience des militaires ukrainiens est extrêmement important pour savoir comment les utiliser dans telle ou telle situation qui n'avait pas été pensée, parce que ces drones aux États-Unis, par exemple, au sein de l'US Army, n'ont pas encore été utilisés sur un vrai champ de bataille par des opérateurs de l'US Army. Merci beaucoup Gaëtan Powys. On poursuit nos discussions dans 3 minutes, 2 petites minutes juste après la pub. On parlera de la Russie qui transforme les zones occupées de l'Est de l'Ukraine en base militaire géante. À tout de suite.